Εξοχοτάτη πρέσβης της Γαλλίας, κυρία Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, κύριε Μπερνάρτ Σερκιλίνη, αγαπητοί συνάδελφοι, εκλεκτές προσκεκλημένες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κηρύσσω την έναρξη της ειδικής δημόσιας συνεδρίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών με προεδρεύοντα τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την αναγόρευση του καθηγητή γλωσσολογίας Μπερνάρτ Σερκιλίνη σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών. Καλώ στο βήμα την πρόεδρο του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, αναπληρώτρια καθηγήτρια Φρίνη Κακογιάννη Ντοά, για να παρουσιάσει το έργο και την προσωπικότητα του τιμωμένου. Monsieur le recteur, Madame la vice-rectrice, Monsieur le doyen, Monsieur le professeur, chers collègues, Mesdames et Messieurs, les distingués invités en vos titres, fonctions et qualités. Par la remise des insignes du docteur honoris causa de la Faculté des sciences humaines, notre université entend honorer aujourd'hui une personnalité qui a marqué son époque dans le domaine de la linguistique française par sa pensée, ses travaux, ses actions, Bernard Sérkilini. C'est un honneur pour moi, Monsieur le professeur, de tenter de résumer votre engagement. C'est aussi un défi, tant vous avez œuvré en tant qu'universitaire, enseignant, chercheur, auteur, vulgarisateur et grand commis de la francophonie. Vous avez en effet consacré votre vie, et continuez de le faire, à la défense et l'illustration de la langue française dans sa profondeur, sa variété, son évolution et ses promesses. Ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé de lettres modernes et docteur d'État en lettres et linguistique française, vous avez commencé par enseigner la linguistique au sein de l'Université de Californie, à Berkeley, pendant quelques années. Revenu en France, vous êtes professeur à l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, puis à l'Université Paris 7, Denis Diderot. Vous dirigez également le laboratoire Institut national de la langue française du Conseil national de la recherche scientifique. Durant votre carrière universitaire, vous avez continué de partager votre passion pour la langue française à l'étranger, plus particulièrement à l'Université libre de Bruxelles et la Louisiana State University de Bâton Rouge en tant que professeur honoraire. Fasciné par la langue française, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages scientifiques ou adressés à un public plus large concernant son histoire, son bon usage et sa modernisation. Dans La Parole médiévale, par exemple, que vous avez publiée en 1981, vous avez adopté une démarche originale pour étudier l'ancien français. Plutôt que de suivre la perspective de la linguistique historique, qui privilégie le texte littéraire écrit et ses normes, vous y avez exploré la représentation de la parole, c'est-à-dire l'étude du discours direct, cherchant à percevoir, et je vous cite, ce qui vibre encore sous les codes pesants. Perspective difficile car l'ancien français ne dispose pas de signes matériels pour indiquer le discours, tout comme les manuscrits des textes grecs ne présentent ni séparation entre les mots, ni ponctuation systématique. En un mot, vous avez fait résonner la voix humaine dans une langue dite morte. Un autre ouvrage savant, Votre Genèse de l'orthographe française, publié en 2004, se penche sur la période qui vit naître l'orthographe et ses premières réformes, du XIIe au XVIIe siècle. Ici encore, vous prenez le contre-pied des historiens de l'orthographe, souvent austères, en nous offrant un panorama aussi érudit que divertissant de la question. Car, dites-vous, alors que les réformateurs sont en principe progressistes, les partisans d'une réforme de l'orthographe française témoignent d'une inspiration rétrograde. Malgré les efforts des phonocentristes, pour qui à un son correspond une lettre, qui aboutiront à la création de l'alphabet phonétique international, les timides réformes ne peuvent pas combattre le caractère étymologisant de l'orthographe traditionnelle. Pourquoi ?
Comme vous dites, l'amour de la langue se confond en France avec le sentiment national. Et la maîtrise d'une orthographe difficile, au système quelquefois incohérent, garantit le succès scolaire et social. Certes, les défenseurs d'une amélioration de la graphie sont en général en faveur du progrès intellectuel et social. Mais vous concluez avec une certaine mélancolie que le réformateur de l'orthographe, le néographiste, guidé par la raison, ami de l'humanité, est un solitaire. Vous en savez quelque chose. Pour être l'inspirateur principal de la dernière réforme orthographique en France, dont vous présentez les différents aspects dans votre ouvrage « L'orthographe rectifiée ». Un guide pour tout comprendre. Au-delà des accents circonflexes, de l'accord du participe et des traits d'union, vous y analysez les postulats implicites, des querelles de l'orthographe qualifiées avec humour de psychodrame ou d'affaires d'État. La langue étant une composante de l'identité nationale, sa graphie inspire à ceux qui la maîtrisent un respect sacré, et toute tentative de changement, nous dites-vous, fait frémir l'Académie française, gardienne de l'édifice linguistique. Un autre encore de vos ouvrages, Une langue orpheline, est aussi guidé par la raison. Vous vous y attachez à démontrer un mythe qui fut lentement construit, celui d'une monogénèse linguistique des origines du français. Faire dériver le français du grec ou du latin ou du celte n'est-ce qu'un rêve, et vous nous rappelez avec justesse que la science n'a pas à partager ce rêve, car il s'agit moins d'une genèse que de la revendication d'une grandeur. À l'écoute de votre temps et contre la levée des boucliers de la part des membres de l'Académie française, vous avez milité et œuvré pour la féminisation des noms de métiers. Dans Le ministre est enceinte, ou la grande querelle de féminisation des noms, publiée en 2018, vous défendez la légitimité de cette lutte pour une représentation égalitaire et critiquez la distinction douteuse des immortels entre une féminisation permise pour les métiers, mais interdite pour les fonctions. Cependant, l'usage du français ne se limite pas à la métropole nationale, au français dit de référence ou standard, jalousement gardé par l'Académie. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui entend témoigner de la richesse d'une langue mondiale, pratiquée sur les 5 continents par plus de 200 millions d'humains. Votre florilège, intitulé « Enrichissez-vous, parlez francophone » est un véritable trésor, comme l'indique son sous-titre. On y trouve une multitude d'expressions et mots savoureux de la francophonie. Car loin du carcan académique, le français est aussi formé des termes propres aux pays qui l'ont adopté, des locutions imagées qui attestent de la vigueur lexicale de la langue et traduisent des réalités sociétales variées. Au Québec, celui qui fait le fier se regarde passer. Au Congo, si vous voulez de l'eau gazeuse, il faudra dire de l'eau à ressort. En Côte d'Ivoire, si l'on vous propose un taxi sans payer, n'y montez pas, c'est le panier à salade. En Côte d'Ivoire, enfin, vous avez recensé ce nom de caresse qui remplace joliment le diminutif. Aurait-il, lui, une filiation grecque avec notre raizeftiko onoma, dont il serait le calque? On n'en sait rien. Cette richesse de la francophonie, vous l'avez défendue de 2007 à 2015 en tant que recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, soit l'AUF, qui regroupe plus de 1000 universités, dont la nôtre. Grandes écoles, réseaux universitaires et centres de recherche scientifique utilisant la langue française dans 115 pays. Créée il y a 60 ans, elle est l'une des plus importantes associations d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche au monde. En tant que haut fonctionnaire chargé de la gestion des affaires publiques, vous défendez encore aujourd'hui cette richesse aux commandes de la Fondation des Alliances françaises, dont la mission est la promotion de la langue et de la culture française à l'étranger par son réseau de plus de 830 alliances françaises présentes dans 134 pays. Enfin, vous êtes également, faut-il le rappeler, présentateur de la chronique quotidienne de télévision « Merci, professeur », que des millions de téléspectateurs des 5 continents suivent sur la chaîne TV5 Monde. Monsieur le professeur, cette liste, loin d'être exhaustive, montre le penseur original, le fécond auteur et l'activiste linguistique que vous êtes, avec vos luttes en faveur d'une science impliquée et citoyenne. En acceptant cette nomination,
vous honorez notre faculté et encouragez les sciences humaines. Soyez-en remerciés. Καλώ τώρα στο βήμα τον Κοσμήτρα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, αναπληρωτή καθηγητή Μιχάλη Μιχαήλ, να αναγνώσει το ψήφισμα για την αναγόρευση του καθηγητή γλωσσολογίας Μπερνάρτ Σερκιλινή. Μετά από ομόφωνη εισήγηση του Συμβουλίου της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, απόφαση της Συγκλήτου και επικύρωση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, επειδή ο Μπερνάρτ Σερκιλινή, ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Παρίσι-ΤΕ, έχει αφιερώσει τη ζωή του στην ανάδειξη της γαλλικής γλώσσας και των αξιών που αυτή μεταφέρει, επειδή οι δράσεις του συνέβαλαν στην διαφύλαξη της γλώσσας, αλλά και στην εξέλιξή της μέσα από τις ορθογραφικές μεταρρυθμίσεις και τη θηλυκοποίηση του ονοματολογίου των επαγγελμάτων, επειδή ως πρίτανης της πιο σημαντικής πανεπιστημιακής σύμπραξης στον κόσμο, που βασίζεται σε μια κοινή γλώσσα του Πανεπιστημιακού Οργανισμού Γαλλοφωνίας, συνέβαλε στη διάδοση και προώθηση της γαλλοφωνίας, σεβόμενος ταυτόχρονα την ποικιλομορφία των γλωσσών και των πολιτισμών, η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, η Σύγκλητος και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου αποφάσισαν ομόθυμα να το απονείμουν την ύψιστη τιμή που έχουν τη δικαιοδοσία να απονέμουν, να τον αναγορεύσουν επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και να αναγράψουν το ψήφισμα αυτό σε περγαμηνή για να το αναγνώσει ο Κοσμήτωρας και να του το επιδώσει ο πρίτανης την ημέρα της τελετής για την αναγόρευσή του, στην πόλη της Λευκωσίας την 22η Μαΐου του έτους 2023. Καλώ τον Κοσμήτρα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών να προσκομίσει την δίβαινο του Πανεπιστημίου Κύπρου για την περιέντηση του τιμωμένου. Καλώ ταυτόχρονα τον κύριο Μπερνάρτ Σερκιλινή να προσέλθει για την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αναγόρευση. Επειδή η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Συμβούλιο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών έκριναν τον ομότιμο καθηγητή Μπερνάρτ Σερκιλινή άξιο να αναγορευθεί επίτιμος διδάκτορ της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου επικύρωσε ομοφόνος την απόφαση, εγώ, ο Τάσος Χριστοφίδης, καθηγητής Μαθηματικών και Στατιστικής και πρίτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, τον κύριο Μπερνάρτ Σερκιλινή, αναγορεύω δημοσία επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου και του απονέμω όλες τις προνομίες που απορρέουν από το πανεπιστημιακό αυτό αξίωμα. Will take some time. I will not close that one, but I will close the rest of it. It's beautiful, yeah. Yeah. Beautiful. Take some time. No, I will put it the other way around. Thank you very much.
This. Technically, you can wear it for a minute, but you can take it off. This is written on the areas of the red over there. Thank you. Just okay. Congratulations. Καλώς στο βήμα τον κύριο Σερκιουλινή, επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Κύπρου, για την αντιφώνησή του. Monsieur le recteur, Monsieur le doyen, Madame l'ambassadrice de France, mes très chers collègues, mes très chers amis, en me conférant cette éminente distinction dont je vous suis très reconnaissant, vous honorez la langue française. C'est en effet à cette langue que j'ai consacré ma carrière d'enseignant, de chercheur, de fonctionnaire. C'est le français, langue mondiale, idiome de culture et de savoir, ciment de solidarité que vous célébrez aujourd'hui. Toutes les langues humaines sont belles, ont la même dignité et contribuent également au patrimoine de l'humanité. Que valent aux Français un tel rayonnement, un attachement, tant de soins? Cette langue présente plusieurs traits dont la réunion forme la singularité. Et cette cérémonie m'est l'occasion de faire le bilan en ce qui me concerne. Elle est tout d'abord une langue mondiale, parlée maternellement par près de 300 millions d'êtres humains, apprise par plus d'une centaine de millions. L'arbre a pris racine sur les 5 continents. Il porte de beaux fruits. On parle francophone à travers le monde. Équilibre réussi d'unité, le français est d'abord une syntaxe, et de diversité. Il est riche de parlure, de lexique, d'accent. C'est ensuite une langue romane, dont on a insuffisamment souligné la romanité. Elle appartient à cette famille de langues européennes, devenues pour certaines mondiales, issues du latin commun. Elle porte en elle une familiarité génétique, une vision du monde, une solidarité potentielle. Mais cette langue romane est nordique. Pour des raisons historiques, on a minoré la forte germanisation qu'elle a reçue. L'influence franque fut massive sur la phonétique, la morphologie, le lexique, également sur le rapport au monde. Né durant le IXe siècle au sein de l'empire plurilingue carolingien, le français est fondamentalement une langue de dialogue avec les langues germaniques, le francique des Carolingiens, le saxon de l'Angleterre après la conquête normande, avec les langues romanes également, et pour commencer, la langue d'oc du sud de la Gaule, qui échappa à la germanisation et fut la grande langue littéraire du Moyen-Âge. Langue d'Oïl, langue d'oc, la France possède une double romanité. Langue romane septentrionale, le français a distendu le lien naturel avec le latin qu'ont gardé les autres langues issues de la même souche.
À partir du XIVe siècle, ce lien est diversement reconstitué et renforcé. Orthographe étymologisante choisie par les scribes, lexique savant que les traducteurs copient sur le latin et sur le grec, protection du prince dont elle est l'idiome. Dès le Moyen Âge, le français est une institution. Ce créole, qui s'est fait monument néo-latin, devient à la Renaissance un temple grec. Prestige, savoir, rationalité. Nous avons là un autre trait. La langue française fut toujours l'objet de soins, bénéficiaire de protection, pourvu de mission. Écrite très tôt, en 842, c'est la première langue romane à être transcrite. Elle est normalisée très tôt. Peu de langues sont pourvues d'autant de grammaire, dictionnaires, manuels. Elle passe très tôt alliance avec le pouvoir. Le texte de 842 est un acte diplomatique qui partage l'empire de Charlemagne. Le français est une langue intrinsèquement littéraire qui valorise l'écrit et les écrivains. Grammairienne, tout francophone est curieux de sa langue et aime les dictées. Politique, cet idiome reçoit le soutien d'un État qu'il exprime et qu'il fonde. Civique, parler français, c'est créer du lien. Cette langue, je l'ai dit, est d'abord étymologiquement une syntaxe, c'est-à-dire un lien. Messianique, enfin, l'esprit des Lumières, des penseurs engagés ont associé à cet idiome une aspiration à l'universel. Ces caractères réunis résolvent une énigme. Une seule organisation politique internationale est fondée sur une langue. Il s'agit de la francophonie et cette langue est le français. Ce n'est pas par hasard. Un idiome international de dialogue et d'échange, conçu comme une institution et protégé comme tel, politique par son histoire, social dans sa pratique, a engendré une solidarité internationale. La francophonie est l'extension au monde d'une langue et de ses valeurs. Cette langue mondiale dialogue avec l'universel. Idiome de culture et de savoir, institution internationale, cette syntaxe citoyenne unit celles et ceux qui la parlent et s'en soucient. C'est pourquoi nous l'aimons, nous l'étudions, nous la défendons. Monsieur le recteur, vous honorez aujourd'hui un homme qui la sert avec un bonheur constant. Il vous prie de recevoir le témoignage de sa très profonde gratitude. Στο σημείο αυτό, κηρύσω τη λήξη της ειδικής δημόσιας συνεδρίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και καλώ το ακαδημαϊκό προσωπικό της σχολής να συγχαρεί το νέο μέλος. Παρακαλώ τις παρευρισκόμενες και τους παρευρισκόμενους, όπως παραμείνουν στις θέσεις τους, μέχρι να αποχωρήσει η πομπή.